Voilà, bon écoutez, merci d'être venu. Et puis, je salue évidemment aussi ceux qui ne sont pas là, malheureusement, les fauteuils et les chaises. Hein. C'est toujours un peu dommage de parler de choses essentielles et voilà, de constater que peut-être la mobilisation dans la société n'est pas à la hauteur des défis qui se posent. Alors, vous entendez parler évidemment de ces défis écologiques maintenant, notamment le problème du climat, hein, beaucoup, tous les jours, à la radio, à la télévision, dans les journaux. Des traits de côte qui vont être modifiés, de l'élévation de la température de 1,5, de 2, de 3, peut-être de 4 degrés dans un temps où on ne sera plus là, en 2100 par exemple, n'est-ce pas ? Et voilà, on en parle beaucoup et l'État fait un certain nombre de lois dans le sens de la lutte contre les gaz à effet de serre pour décarboner notamment l'énergie. Très bien, très bien. Et puis on parle de l'autre défi, puisqu'il y en a deux. C'est le défi de la biodiversité. Mais alors là, il n'y a pas de loi, ou très peu, ou des lois qui seront d'application progressive dans le temps, dans 5 ans, dans 6 ans. On va faire le zéro artificialisation nette, peut-être. On commence par 50%, 30% de moins, puis 50% de moins, etc. Et peut-être qu'en 2040 ou 2050, on cessera de bétonner, de bitumer partout. Peut-être, peut-être. En revanche, pour la décarbonation, ça va vite. Pourquoi ? Et ça, c'est une chose que je me plais à souligner souvent dans mes interventions, c'est que le capitalisme est plastique. Et ils ont vu tout le profit qu'il y avait à tirer de cela. Que d'occasions d'infrastructures nouvelles, de profits nouveaux, de ventes nouvelles, d'argent à palper avec l'éolien, le photovoltaïque, la méthanisation et que sais-je encore. Et puis l'exploitation du bois, énergie renouvelable. Alors comme je le dis avec humour, toutes les énergies sont renouvelables, même le pétrole. Mais pour faire du pétrole, il faut 150 millions d'années. Pour faire un chêne, il faut un siècle. Pour l'abattre, il faut quelques minutes. Le bois est renouvelable que dans la mesure où on le gère d'une manière compatible avec ce renouvellement. Mais en fait, on en est loin. Et la lutte contre la carbonisation de l'atmosphère, qui est importante, parce que c'est vrai qu'il y a un problème. C'est vrai qu'il y a un problème. On n'est pas là pour en parler ce soir, mais on a fait déjà des causeries sur le climat. Et j'explique, parfois, quand on a le temps ou quand ça s'y prête, pourquoi, qu'est-ce que c'est qu'un gaz à effet de serre, comment ça se produit, et qu'est-ce que ça engendre comme conséquence pour la planète. Oui, ça existe. Mais en vérité, ce qui préoccupe les gouvernants, c'est d'offrir à des firmes, à des sociétés, qui sont d'ailleurs souvent les mêmes, des occasions de profit, en dévastant l'environnement. Parce que la CEPENSO reçoit presque tous les jours maintenant, j'ai des appels au secours. On va faire 10, 15, 20 hectares de photovoltaïque à côté de chez moi. On va déboiser. Et si on déboise, on crée un microclimat. Ça va accentuer les canicules estivales. Quand les arbres disparaissent, les arbres sont des régulateurs thermiques. Oui, que de problèmes, voyez. Mais tout ça, c'est une imposture. Quant à la biodiversité, comme ça ne rapporte pas grand-chose, eh bien là, on ne s'en occupe pas. On fait semblant. On prend des lois vertueuses qu'on s'empresse de contourner, de mettre entre parenthèses. L'environnement, ça commence à bien faire. Comme a dit quelqu'un un jour, n'est-ce pas ? L'environnement, ça commence à bien faire. Et vous voyez très bien que, d'un côté, le quinquennat qui est en cours avait promis d'être écologique ou de ne pas être, et puis les normes, le plan éco-phyto, tout ça passe à la trappe dès lors que des gens s'excitent et que le gouvernement a peur. Voilà. Donc la nature, c'est la grande sacrifiée. C'est pour ça qu'il faut une force pour le vivant. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des associations qui se battent pour essayer de défendre ce qui reste de vie, de biodiversité. La biodiversité, c'est merveilleux. C'est la faune, la flore, les milieux naturels.
Et comme le dit un physicien actuel, Aurélien Barraud, l'essentiel, c'est la poétique du monde. C'est-à-dire de garder un monde qui soit beau, qui soit viable, qui soit épanouissant, et pas uniquement un monde tourné sur le profit et sur l'argent. Voilà le grand défi. C'est un défi, vous voyez, scientifique, technique, philosophique, moral. Allez, je vais céder la parole à notre ami Bernard Bousquet qui vous expliquera tous ces arcades de ce qu'est la biodiversité et les menaces qui pèsent sur elle. Merci en tout cas d'être là. Bon, je voudrais me présenter rapidement pour les personnes que je ne connais pas ou qui ne me connaissent pas. Moi, je suis un ancien écologue forestier. J'ai travaillé essentiellement à l'étranger en tant qu'expert en environnement, enfin biodiversité. Je travaillais dans les parcs nationaux, les réserves, pour essayer de travailler sur des plans d'aménagement et de gestion de ces aires protégées. Actuellement, donc, j'appartiens à un certain nombre d'associations, dont la CEPANSO, qui nous militons avec d'autres associations ici présentes, SOS Forêt Dordogne. Nous militons en faveur de la défense de la forêt, pour maintien du respect du patrimoine naturel de ce département, qui présente encore des valeurs sûres. Bien, ce soir, nous allons faire un voyage d'abord au sein de l'Europe, enfin, surtout en France, même parfois en Dordogne. Et puis après, dans la deuxième partie de l'exposé, nous partirons un peu plus loin, nous franchirons la Méditerranée et nous irons faire un tour en Afrique. Voilà, alors pour la première partie, je vous demande d'être couvert. Pourquoi ? Parce que les statistiques sont glaciales. Oui, alors les statistiques sont glaciales. Là, vous avez un indice planète vivante du WWF que vous connaissez peut-être. En gros, nous avons perdu 70% de nos vertébrés ces dernières décennies. C'est vraiment une 6e extinction. Là, il s'agit d'effectifs d'animaux, plus que d'espèces. Nous avons recensé 2 millions d'espèces de faune et de flore. Sur ce total, il y a à peu près 1,6 million d'animaux et 400 000 espèces végétales qui ont été recensées. Mais on pense que sur la planète, il y a probablement 8 à 9 millions d'espèces, dont 6 millions d'insectes. Ce qui est dramatique, c'est que ces dernières années, nous avons perdu, donc ces 30 dernières années, nous avons perdu plus d'espèces, plus de vertébrés que les 10 000 années précédentes. C'est-à-dire environ 500 vertébrés, donc appartenant aux différentes classes de vertébrés. C'est vraiment énorme. La liste rouge de l'UICN montre que 28% dans le monde des espèces de flore et de faune sont menacées. Donc vous voyez, les chiffres sont tous sont plus au-dessus de 10, 40%. Et c'est surtout les amphibiens qui ont subi ces pertes. Mais même des taxons comme les conifères, il y a énormément d'espèces de conifères sur la planète. Je ne me rappelle plus le nombre exactement, mais nous avons énormément perdu d'espèces de conifères. Pas tellement en France, mais surtout en Asie et en Extrême-Orient, et même en Chine. Les mollusques et les poissons, si on prend par exemple, qui subissent évidemment, notamment dans les pays développés, l'impact de certaines infrastructures comme les barrages. Regardez la Dordogne avec ses 8 espèces de migratrices qui sont extrêmement impactées par les barrages EDF tout le long du cours de la Dordogne. 8 espèces migratrices donc qui n'ont pas complètement disparu, qui continuent à remonter ou à redescendre, on parle de montaison, de dévalaison, le fleuve, mais qui sont extrêmement affectés quand même dans leurs effectifs par ces barrages et des pollutions diverses. La présence de silures, aussi des espèces invasives comme le silure. Le silure fait beaucoup de dégâts au niveau de la Linde, je crois. Juste avant le barrage, il y a Serge Fagette qui est là, je crois, qui
Le silure attend les saumons avant qu'ils prennent l'échelle à poisson. Ils ne trouvent pas tout de suite les échelles à poisson des barrages et ils se font dévorer par les silures. Donc les saumons sont très affectés par la présence des silures. Alors sur l'Europe, c'est carrément 11% des espèces de faune et de flore qui sont en danger d'extinction. Juste un petit exemple, je ne sais pas si vous connaissez cette espèce, c'est le bouleau nain. Il n'y a plus que quelques stations, rares stations en France où le bouleau nain persiste dans le Massif central et dans le Jura. Voilà. Je l'ai vu, mais il est très menacé par les reboisements de résineux, les drainages, les disparitions de zones humides, parce que c'est quand même une espèce qui aime bien les sols assez frais, et aussi le surpâturage, le piétinement des animaux, etc. Le bouleau nain ne fait pas plus de 50 cm de haut. C'est une espèce remarquable et donc qui est devenue en danger d'extinction. Heureusement, des sites Natura 2000 permettent de protéger les dernières stations en France. Voici par continent les résultats. Vous voyez, c'est l'Amérique latine et l'Afrique qui sont le plus touchés par les pertes, par l'effondrement de biodiversité, de loin. Bon, oui, là, toute cette image, ce dessin humoristique pour montrer que nous avons l'extraordinaire malchance de connaître une 6e extinction. Quand on y pense, il y a eu 5 extinctions sur la Terre depuis qu'elle existe. Donc en 600 millions d'années, disons, la première extinction, je ne sais plus quand ça a eu lieu, je crois que c'était au Cambrien, au Permien. Bon, 5 extinctions majeures, et là voilà la 6e, il faut qu'on soit là pour la 6e extinction. Sur 600 millions d'années, la probabilité était vraiment extrêmement faible. Mais là, comme nous sommes les principaux vecteurs de cette 6e extinction, eh bien, du coup, c'est moins étonnant. Alors, si on prend la classe des oiseaux, vous avez vu, c'est à peu près, au niveau mondial, il y a quand même une énorme disparition, mais alors c'est surtout les oiseaux des champs, et en Europe, c'est 57% des oiseaux des champs et des prés qui sont affectés par les impacts des activités humaines, car les causes sont bien les activités humaines. Là, vous avez des espèces comme la linotte mélodieuse, l'alouette des champs, le busard Saint-Martin, le busard cendré, etc., le pipi de Farlouse. Bon, le chardonneret, lui, c'est autre chose. Il fait l'objet, malheureusement, de mafias maintenant qui s'amusent à le capturer pour le revendre. Un petit chardonneret, vous allez sur Internet et vous trouvez un chardonnay en cage pour 200 €. Voilà. Donc ça, c'est assez scandaleux parce qu'on en voit de moins en moins. C'est un animal qui est devenu de plus en plus rare. Parlons pas des perdrix grises, du moineau friquet, vous voyez les baisses, 75% de moins de moineaux friquets, 75% de moins de tariers des prés, donc c'est vraiment un effondrement très, très inquiétant dans nos champs et dans nos prés. Les oiseaux forestiers tiennent un peu mieux le coup. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, il y a peut-être... on va voir par la suite que quand il y a une coupe rase, là, ça se passe différemment. Enfin, sur la moyenne française, disons que 18% des oiseaux forestiers sont en déclin. Alors c'est un cercle vicieux, évidemment, moins il y a d'insectes dans les champs et dans les prés à cause des produits chimiques, et moins il y a d'oiseaux insectivores. Donc moins il y a d'oiseaux insectivores, forcément, plus il y a de dégâts à ces cultures, et donc plus les agriculteurs ont tendance à utiliser des produits, et donc moins il y aura d'insectes. Donc c'est un cercle vicieux. Si on n'en sort pas, je ne sais pas où on va aller. Et nous avons eu en France même des animaux qui ont carrément disparu de notre territoire, à part le macaron moine, il reste une centaine de couples, je crois, sur l'île de Sein en Bretagne. Le pigeargue est devenu très très rare aussi, il niche plus en France, mais paraît-il qu'il a été vu dans la Brenne 5 ou 6 reprises. Mais des animaux comme l'iris mature, comme le pictridactyle, la grande outarde, alors elle, la pigrièche à poitrine rose, le dernier couple a été vu dans l'Hérault il y a 2 ou 3 ans, et à cause des coupes de platanes et de la disparition des gros insectes, eh bien, le dernier couple de pigrièche à poitrine rose a disparu de France. Heureusement, il en reste encore en Italie, en Croatie, enfin un petit peu plus à l'est, mais France, c'est terminé, le dernier couple, donc il n'y a plus de nidification de pigrièche. Voilà. Une autre espèce également qui a disparu des zones humides françaises, c'est la sarcelle membrée.
Oui, les zones humides sont parmi les principaux refuges de biodiversité dans notre pays, avec les forêts. Mais c'est d'abord les zones humides. Et les zones humides ont fait les frais de nombreux aménagements, surtout hydrauliques, agricoles, etc. Si bien que 50%, nous avons perdu depuis 1960 50% de nos zones humides. Alors les zones humides, évidemment, c'est un terme très générique, hein. Il y a le littoral, il y a les rivières, les fleuves, les ripisylves, c'est-à-dire les forêts rivulaires, les lacs, les marais, les étangs, etc. Hein. Tout ça, ça fait partie des zones humides. Les tourbières très importantes aussi pour le stockage du carbone, pour les espèces qu'elles protègent, sont des zones humides fantastiques. On va en reparler un petit peu plus tard pour l'Afrique. Ici, juste un exemple de fleurs, de plantes dont il ne reste plus qu'une seule station en France, dans le Doubs, qui s'appelle le saxifrage œil de bouc, qui est lié aussi aux zones humides. Là, vous reconnaissez là la ripisylve de la Dordogne. On avait là... alors cette photo, c'est une vue du passé, hein, puisque maintenant il y a une infrastructure qui passe par là. Je ne vous dirai pas laquelle, vous savez. Donc, voilà, il faut dire que les forêts riveraines sont en France les formations forestières qui ont régressé le plus depuis quelques décennies. Voilà. Et alors qu'elles sont classées, la ripisylve fait partie de la zone centrale de réserve de biosphère de l'UNESCO, et elle est classée aussi habitat communautaire Natura 2000. C'est-à-dire la rivière plus les rives sont Natura 2000, entre Argentat et Bergerac, en gros. Si on raisonne en termes de biomasse, voilà ce que ça donne. Hein. C'est-à-dire que nous, les hommes, les humains et nos animaux domestiques, nous occupons 96% de la biomasse terrestre. Et regardez les animaux sauvages, 4% seulement. Pour dire que la biosphère est vraiment colonisée par l'humain à 96%. Et chez les oiseaux, c'est un peu mieux, 30% sont sauvages, 70% sont les volailles. Et vous avez vu les tendances européennes et tout, c'est d'aller vers autoriser des élevages de plus en plus imposants, avec maintenant 10 000, 100 000, je ne sais plus, 1 million de poulets, quoi. Voilà. Alors maintenant, les causes, évidemment, vous les connaissez. La première cause, c'est l'agriculture intensive. Bon, là, vous avez une photo de 1960 qui montre la France, évidemment, avant le remembrement, ce fameux remembrement agricole qui a eu lieu dans les années 60, hein, donc après la Deuxième Guerre mondiale. Et il s'agissait de faire de la France une grande puissance agricole. Donc arrachage de toutes les haies, disparition, destruction de tout le bocage. Et en 2020, on arrive à cette situation dans de nombreux territoires français avec d'immenses monocultures de céréales ou de colza. Les trois principales cultures à 80% en France, c'est le blé, le maïs et le colza. La première, dans l'agriculture intensive, évidemment, c'est l'utilisation intensive des produits chimiques, qui est la cause de cette énorme disparition, effondrement de biodiversité, surtout les insectes, et donc, par voie de conséquence, les oiseaux, et même les mammifères, les amphibiens, etc. La disparition des haies a été catastrophique et elle continue. On détruit encore aujourd'hui plus de haies qu'on en reconstruit. On avait autrefois beaucoup plus on avait des mosaïques de cultures, des mosaïques agricoles, avec énormément plus de plantes, de diversité dans les cultures. Il y avait beaucoup plus de légumineuses. Et là, maintenant, je vous dis, à 80%, c'est blé, maïs et colza. L'irrigation, évidemment, qui amène évidemment des problèmes comme les méga-bassines ou des zones qui sont surirriguées et où l'eau devient une denrée rare. Et au point qu'il va falloir changer de logiciel de culture et changer de culture. Voilà, donc on peut dire même que l'agriculture vraiment nous amène là à un point de basculement, nous sommes vraiment arrivés dans une situation absolument critique, au point qu'il faut vraiment, je pense, tout revoir, la politique agricole de A jusqu'à Z. Évidemment, en mettant en premier
les revenus des agriculteurs, le bien-être, etc. On va en parler un petit peu plus loin. Alors maintenant, puisqu'on est dans le domaine de la biodiversité, bon, les forêts sont aussi des refuges importants de biodiversité, et nous avons malheureusement affaire de plus en plus à une gestion forestière industrielle et ultra mécanisée, qui, comme montre la photo, avec ce genre de conséquences, c'est-à-dire ce que vous avez vu, ce que vous voyez, continuez de voir un petit peu partout en France et en Dordogne, c'est-à-dire les fameuses coupes rases, qui sont souvent, qui lorsqu'elles sont poursuivies jusqu'au dessouchage, évidemment, entraînent de sérieuses perturbations dans le fonctionnement des écosystèmes forestiers. Donc là, perturbation du cycle du carbone, des cycles de l'azote, du phosphore également. Et alors, en général, ces coupes rases sont suivies de plantations, comme vous voyez ici, plantations de résineux en monoculture, qui évidemment sont des déserts biologiques comparés à l'ancienne forêt de feuillus qui préexistait à cet endroit. Évidemment, ces coupes rases se font à la vitesse, à des rythmes infernaux. Hein, c'est de l'ordre de 1 hectare par jour. Donc des machines qui font 20-25 tonnes, comme vous voyez là en bas à droite, sont capables de déforester d'un coup 1 hectare par jour. Donc c'est le travail de pas mal de bûcherons. Et ce sont des machines qui coûtent très très cher et qui évidemment sont très lourdes et qui compactent énormément les sols. Donc ça compromet, lorsqu'il n'y a pas de cloisonnement forestier où ces machines sont censées circuler, et comme on le voit souvent, elles circulent un peu partout, là où ça les arrange, et ça compromet quelquefois au niveau de massifs entiers la régénération naturelle, la régénération des forêts. Vous avez ici là ce que j'ai appelé le seigneur des forêts, hein, parce que je ne sais pas, récemment vous avez peut-être vu sur Arte, vous l'avez vu, oui, c'est assez édifiant. Hein, c'est sûr que cette entreprise suédoise, est quand même, qui est vraiment, comment dirais-je, utilise une ressource naturelle, le bois, mais de façon de plus en plus intensive. On voit ici sur cette forêt des Balkans, par exemple, vraiment déforestée, selon des modalités de coupe qui sont absolument honteuses. Et là, vous voyez ici l'exemple d'un talweg ici, d'une rivière qui sert de voie de débardage au bois. Donc la rivière est complètement boueuse et polluée, elle est complètement détruite par l'évacuation des bois. Et ça se multiplie partout dans les Balkans, ailleurs dans d'autres régions aussi, hein, pas seulement, mais c'est peut-être plus facile en Roumanie, il y a de la corruption et tout, et donc il est plus facile d'acheter des forêts et de faire un peu ce qu'on veut. Et c'est dommage parce que c'est dans cette zone-là que se trouvent les dernières grandes forêts primaires d'Europe avec Białowież en Pologne, mais vous avez aussi dans les Balkans roumains et bulgares encore de grandes forêts primaires de hêtres, d'épicéas, de sapins, etc. Voici l'étalement absolument capitalistique de Ikea. Hein. Il y a pratiquement chaque semaine un nouveau magasin qui ouvre. Et donc tout ça sur cette ressource, basée sur cette récolte de bois qui est quand même une ressource renouvelable mais limitée. Et donc franchement là il y a quelque chose peut-être à faire. C'est de la démesure au niveau exploitation d'une ressource renouvelable. Évidemment, on ne peut pas parler de déclin de biodiversité sans parler de l'impact du réchauffement climatique, qui agit, comme vous le savez, d'abord d'abord les sécheresses et le manque d'eau, qui a fait que récemment, vous avez vu que toute la France est susceptible éventuellement de connaître des feux, voire même des méga-feux. Et il est évident que les coupes rases suivies de monoculture de résineux ne peut qu'aggraver la combustibilité des massifs et donc le risque de ces méga-feux qui sont, vous en doutez, extrêmement destructifs. Un petit feu est quelquefois utile dans l'écosystème pour la régénération. Il fait partie du moteur de la dynamique forestière, mais quand il s'agit d'un méga-feu, même le sol est détruit. Donc plus rien ne peut pousser avant des décennies. Et un autre impact très grave qui est en train de se généraliser en France, ce sont les attaques des ravageurs, les attaques parasitaires d'insectes qui sont favorisées par la faiblesse des arbres. Les arbres deviennent plus faibles puisqu'il y a moins d'eau, il fait plus chaud.
Ces sécheresses sont de plus en plus fréquentes, les températures augmentent et tous les arbres ne sont pas forcément adaptés, surtout quand il s'agit d'épicéas qui ont été plantés en plaine, comme ici dans le nord et l'est de la France. Des surfaces énormes ont été plantées d'épicéas qui n'étaient pas à sa place d'un point de vue écologique. Et évidemment, ces épicéas souffrent énormément des attaques de scolytes. Le scolyte qui est un insecte donc, qui attaque l'écorce et qui finit par tuer l'arbre. Donc là, il n'y a qu'une seule chose à faire, il faut couper et reboiser, en essayant de faire moins d'erreurs, en essayant d'aller vers plus de diversité et des espèces autochtones, mais mieux adaptées peut-être au climat qui risque de se réchauffer. On parle maintenant de 4 degrés d'ici 2100. On parlait de 2 degrés, maintenant on est passé à 4 degrés. Alors évidemment, je ne vous cache pas que cet impact aussi, là, la consommation et l'artificialisation des espaces, ça va bon train. Et malgré ce que disait Gérard, parlait de zéro artificialisation nette, mais c'est toujours plus en théorie qu'en pratique, hein, parce qu'on voit même les PLU. En fait, bon, vous connaissez la loi, elle a été récemment édulcorée. Maintenant, c'est plus zéro artificialisation nette. Dans les 10 années qui arrivent, on parle de 50% de moins, basé sur les 10 années précédentes. Donc, ce qui se passe, c'est que les maires ont tendance donc à surestimer les consommations d'espace des 10 années précédentes, de manière à avoir plus avec la loi pour les 10 années qui arrivent. Donc ça leur permet, dans les SCOT, les schémas de cohérence territoriale, dans les SRADET, dans les PLU, de demander plus pour l'artificialisation des sols. Voilà. Et ce qui fait qu'on voit pas mal de... Alors c'est vrai que la population vieillit en Europe, mais n'empêche que les lotissements, eux, on les voit fleurir. Ici, là c'est sur 300 par exemple, pratiquement tous les ans, de nouveaux lotissements qui apparaissent sur des zones naturelles ou semi-naturelles. Ici, vous avez l'énorme agglomération de Montpellier, dans laquelle j'ai longtemps vécu avec ma femme, et on ne reconnaît plus Montpellier et sa banlieue. Pérols, Carnon, Palavas, c'est devenu une vaste conurbation. Voilà, il n'y a pratiquement plus d'espace naturel, à part les étangs. Les étangs sont les derniers espaces naturels dans cette région du Languedoc. Alors, c'est vrai qu'en France, on ne sait pas ne pas aménager l'espace. Partout où il y a des espaces encore un peu naturels, on essaye. Ça fait l'objet en général d'un aménagement, une infrastructure, ou un lotissement, ou une zone commerciale, etc. Alors, dernière activité humaine impactante, c'est évidemment la chasse. Là, c'est pas Gérard Charlois qui me dira le contraire. C'est vrai qu'on peut se demander si c'est pas devenu une activité vraiment archaïque dans le contexte, dans le d'effondrement de la biodiversité dans lequel on se trouve à l'heure actuelle. En France, c'est quand même particulièrement préoccupant parce que nous avons quand même une liste d'espèces chassables absolument considérable, 90 espèces, c'est énorme, alors que 20 espèces sur ces 90 espèces sont sur la liste rouge de l'UICN. C'est-à-dire que ce sont des espèces protégées. Et nous continuerons à les chasser. Et parmi ces 90 espèces, il y a 64 espèces d'oiseaux. C'est un record d'Europe. La moyenne européenne, en général, c'est 14 espèces. Et nous en sommes à 74 espèces d'oiseaux chassables, y compris des espèces parmi les plus protégées. La bartamelle, la gopette des Alpes, le grand tétras font l'objet de... On peut les chasser sous certaines conditions. On chasse toute la semaine, hein, ça aussi c'est une exception européenne. Presque partout, le dimanche en général est réservé aux promeneurs. Et là non, en France, cette proposition de loi n'est pas passée. Les chasseurs ont obtenu gain de cause et ils chassent toute la semaine. Alors que d'après les sondages de l'IFOP, hein, ce n'est pas des sondages d'écologistes, hein, c'est les sondages IFOP, 78% des Français sont en faveur d'une fermeture du dimanche. Et de ce fait, un tiers de la population ne se sent plus en sécurité dans la nature. Ça, c'est quand même assez grave. Nous avons la période de chasse la plus longue d'Europe. Ça encore, c'est une exception européenne. La chasse à courre est toujours autorisée, alors qu'elle est interdite partout en Europe.
les subventions ont énormément, vis-à-vis des chasseurs, ont énormément augmenté. Je crois qu'on est à 11 millions d'euros par an maintenant en fédération de chasse depuis M. Macron. Et alors que 7/10 des Français considèrent la chasse comme une activité cruelle. Bon, vous me direz, et l'équilibre agro-sylvo-synégétique, hein, c'est-à-dire, il faut quand même, bon, il y a des cervidés, il y a des sangliers, comment on ferait s'il n'y avait pas de chasseurs pour contrôler les populations, les effectifs? N'aurait-on pas trop de dégâts dans les forêts? N'aurait-on pas trop de dégâts dans les cultures? C'est vrai qu'il y a beaucoup de dégâts de sangliers. Bon. Alors, il y a quelque chose qui est quand même un petit peu surprenant, c'est que voilà, sur les 30 millions d'animaux qui sont tués chaque année en France, un tiers, c'est-à-dire 10 millions, sont issus d'élevage. Bon, avant, il y avait les élevages de sangliers, maintenant c'est fini, mais il continue à y avoir des élevages de faisans, de pas mal d'espèces. Or, ces animaux sont souvent élevés dans des conditions plus ou moins sérieuses, et quand ils sont relâchés en début de chasse, eh ben, ils sont extrêmement vulnérables, évidemment. Et les renards, les mustélidés se régalent de ces animaux. Alors, on les considère que les renards, les mustélidés, sont des prédateurs et on ouvre la chasse. Et il y a des arrêtés préfectoraux, des arrêtés départementaux pour chasser les renards et les mustélidés parce qu'ils osent s'attaquer à ces animaux. Donc, ils sont déclarés nuisibles parce qu'ils s'attaquent à des animaux qui sont issus d'élevage. Non, mais c'est quand même assez gros. Voilà. Et alors que les renards, on connaît, ce sont des animaux sauvages, ce sont des espèces sauvages dont l'importance est capitale dans l'écosystème. Un renard a un rôle capital dans l'écosystème. Il se nourrit de rongeurs forestiers. Les rongeurs forestiers sont porteurs de tiques, la maladie de Lyme, etc. Donc pour la santé humaine, ces animaux sont essentiels et on les abat. Même en Dordogne, hein, j'ai vu des arrêtés préfectoraux à la Chambre d'agriculture pour destruction de renards. Mustélidés, les martres, les fouines, les belettes, etc. Les blaireaux aussi voilà, ils passent également. Bon, revenons maintenant un petit peu sur un sujet plus statistique. Ce sont les fameux indicateurs de mesure. Bon, déjà, vous savez, la Terre se réchauffe. Hein, il n'y a qu'à regarder cette courbe. Regardez ici, c'est ici. Hein, vous voyez que cette ligne rouge, là, cette courbe, ça c'est de toute l'année, c'est de janvier à décembre. Donc vous voyez que plus les années passent et plus la température se réchauffe. Je crois que ça, tout le monde est convaincu. Ce qui est plus grave, c'est que l'océan se réchauffe aussi. C'est la courbe bleue là-haut. Ouais. Et ça, c'est le pH. Alors ça, c'est grave aussi. Ça veut dire que l'océan s'acidifie. Donc, il s'acidifie et il se réchauffe. Alors, conclusion, vous avez des écosystèmes marins comme les récifs coralliens qui blanchissent. Et là, actuellement, on est en train de... Ça y est, une nouvelle période de blanchiment de la grande barrière de corail en Australie. Le plus grand récif corallien du monde, 5000 km de long. Et ça, c'est très très grave parce que les récifs coralliens, c'est vraiment les forêts primaires, les vieilles forêts de l'océan. Ce sont vraiment des refuges de biodiversité. Je ne sais pas s'il y a des plongeurs parmi vous, mais c'est incroyable le nombre d'espèces qui vivent des récifs coralliens. Vous avez ici un petit dessin, une courbe un peu cynique qui montre les COP, là, les différentes COP qui se sont succédées avec l'augmentation du gaz carbonique dans l'atmosphère. Donc vous voyez que malgré les COP, ça n'a pas fait fléchir le moins du monde la courbe des émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et nous allons bientôt atteindre les 450, ou si on les a peut-être même dépassés, parties pour millions de gaz carbonique dans l'atmosphère. C'est-à-dire qu'on va on retourne vers le carbonifère. Alors, vous avez entendu parler d'un indicateur connu qui s'appelle l'empreinte écologique, qui a été défini par Global Footprint Network, une ONG, qui mesure la pression qu'exerce l'homme sur les ressources et les écosystèmes. D'accord. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Ça se mesure en hectares global. C'est-à-dire qu'en gros, vous considérez que c'est comme si vous étiez sur une île. Quelle doit être la taille de l'île pour fournir suffisamment de ressources vitales à un humain, y compris la disparition de ses déchets. Donc c'est ça qu'on appelle l'hectare global. Et donc évidemment, c'est lié à la biocapacité planétaire qui est en train évidemment de diminuer puisqu'elle est l'inverse de la croissance démographique. Voilà. Donc évidemment, ça varie d'un pays à l'autre. Un Français a besoin de 5 hectares globaux pour subvenir à ses besoins.
un Américain, lui, avec le mode de vie actuel de l'Américain, c'est 10 hectares globaux qu'il lui faut. C'est pratiquement le double du Français. Il y a aussi l'empreinte carbone. Donc ça, c'est les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à notre consommation. D'accord ? Alors effectivement, on voit qu'un Chinois émet beaucoup moins, 2,5 fois moins qu'un Américain. Seulement les Chinois sont 1,4 milliard et les Américains 325 millions. Donc le résultat, c'est qu'évidemment, la Chine émet beaucoup plus de gaz à effet de serre de par sa démographie que les USA. Voilà, vous avez ici par exemple, vous voyez, vous avez ici le pays entier émet, c'est la Chine qui est de loin le plus gros émetteur de gaz à effet de serre dans le monde. Les États-Unis sont loin derrière. Mais si vous regardez par tête de pipe, c'est d'abord les pays du Golfe, le Qatar, le Koweït, etc., qui sont les plus gros émetteurs de CO2. Bon, pas étonnant, avec des pistes de ski à Dubaï. On entend de plus en plus de personnes maintenant qui disent qu'il faut absolument qu'on change de paradigme et que la performance, il y en a marre, et maintenant qu'il faut aller plus... c'est vrai que plus on recherche la performance et plus on fragilise finalement le système. Donc il faudrait aller vers moins de performance, moins de compétition et plus de résilience et de coopération. Voilà. Ça, c'est un petit peu... on devrait tirer les leçons de ce qui se passe et changer nos modèles de civilisation, de société, en essayant de se détourner de la performance. Alors, quels sont... effectivement, évidemment, on peut demander aux gens plus un comportement responsable. Nous tous, nous devons évidemment aller vers plus de sobriété et surtout plus de sélection dans ce que nous achetons, dans ce que nous consommons. Donc là, vous avez une liste que vous connaissez par cœur, des conseils qui sont répétés tous les jours à la radio, etc. Je ne vais pas revenir dans les détails. C'est vrai aussi que la sobriété n'est pas audible sans réduction des inégalités. Or, on va vers une augmentation, malheureusement, de l'ampleur des inégalités. Donc, ça, c'est difficile de demander toujours aux mêmes, et souvent, ce n'est pas les plus riches, d'aller vers plus de sobriété. Alors, c'est sûr que cette innovation technologique perpétuelle, c'est un leurre. Il faudra aller vers du mieux plutôt que du plus. Juste un petit exemple. Vous voyez, par exemple, les éoliennes. On fait des éoliennes de plus en plus gigantesques. Maintenant, on fait des éoliennes de 100-150 mètres de haut. Vous imaginez la quantité déjà de matériaux composites qu'il faut pour fabriquer ces éoliennes, des matériaux composites qui ne sont pas toujours biodégradables. Et vous imaginez la quantité de béton qu'il faut mettre au pied aussi pour les ancrer dans le sol. Voilà. Des débats citoyens, évidemment. On avait commencé à en voir, des débats citoyens. Ils n'ont pas été tellement écoutés, mais je trouve qu'effectivement, au niveau des territoires, des débats citoyens un peu sur tous les sujets, pas seulement sur le mix énergie, sur les mobilités, sur l'alimentation, sur beaucoup de choses, l'agriculture, les forêts, etc. Ces débats citoyens, s'ils pouvaient être mieux pris en compte, et même dans le domaine législatif. Alors, évidemment, on a parlé tout à l'heure des impacts de l'agriculture. Et c'est sûr que, après tout ce qui est arrivé là, ces dernières semaines, il est évident que ça devrait vraiment nous faire réfléchir. Il faut absolument revoir la politique agricole de A jusqu'à Z, parce que ce n'est pas les petites rustines qu'on va mettre à droite à gauche qui vont résoudre les problèmes. Plan éco-phyto, pas de plan éco-phyto, plus de subventions pour les haies, moins de subventions. En fait, ce n'est pas ça qui va régler. Il faut vraiment qu'on réfléchisse à changer de modèle et à aller absolument vers une agriculture moins intensive, plus agroécologique, avec des bocages, etc. Et où la biodiversité retrouve sa place dans les cultures. Il faut aller vers des mosaïques de cultures, alors que là, vous avez vu, c'est surtout on va plutôt vers des monocultures. Et la disparition des fermes, puisque maintenant on n'en est plus qu'il n'y a plus que 400 000 fermes en France, il y en avait 1 ou 2 millions au début du XXe siècle. Donc,
plus ça va, plus la taille des fermes augmente, parce que ce sont souvent les agriculteurs les plus riches qui rachètent les fermes des personnes qui partent à la retraite. Alors que des organismes comme Terre de Liens, etc., font un travail extraordinaire. Ils essayent justement de replacer des jeunes en bio et de les former et de les mettre justement sur ces fermes, de racheter des fermes qui ferment et de les mettre en culture agrobiologique bio. Voilà, ici j'ai montré cette photo avec une oliveraie, et là le propriétaire de l'oliveraie a eu la sagesse de ne pas traiter, de laisser, et regardez ces coquelicots, on n'en voit plus, ça devient rarissime, ces coquelicots au milieu des oliviers. Alors ça ne s'est pas pris en Dordogne, c'est pris dans le midi de la France, dans le Gard, mais c'est ça, il faut aller vers ces modèles-là, refaire revenir la biodiversité, les pollinisateurs, on s'aperçoit qu'ils ont un rôle quand même crucial. C'est pas les intrants, c'est pas les produits chimiques qui vont remplacer, ou des petits drones qui vont, comme en Chine, c'est les mains des femmes et même des hommes qui pollinisent maintenant, puisqu'il n'y a plus de pollinisateurs dans certaines régions du Yunnan ou du Xinjiang. Voilà, donc évidemment, changer de modèle. Ça, j'ai oublié de dire qu'il fallait absolument que les agriculteurs... Vous savez qu'il y a 2 suicides d'agriculteurs par jour, je crois, en France, c'est absolument terrible. Donc il faut absolument s'intéresser, revoir le modèle de A jusqu'à Z, et améliorer absolument les revenus des agriculteurs, et surtout faire que les agriculteurs arrivent à vendre leurs produits à leur juste prix et puissent vivre heureux de leur ferme et avec une biodiversité qui revenue. Aires protégées, c'est absolument fondamental. Dans toute la France, il y a une stratégie nationale des aires protégées, mais elle n'est pas très bien suivie. Elle est déclinée au niveau régionaux, mais en tout cas au niveau départemental, ici en Dordogne, il y en a du mal. Il y a Jean-Bernard, là, il me dira pas le contraire. Depuis l'an 2000, on n'a pas vu pratiquement de nouveaux espaces naturels sensibles se créer en Dordogne. Vous avez ici une carte des aires protégées de Dordogne. Mais alors, ce sont des aires protégées. Ce sont des INEF, vous savez, les zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Alors, il y a le type 1, le type 2. Ce sont en fait des zones qui montrent qu'il y a de la biodiversité à cet endroit-là. Voilà, ce sont des inventaires qui ont montré qu'il y a de la biodiversité. Mais ce ne sont pas des zones protégées. Ce sont donc des aires protégées de protection faible. C'est pareil pour les parcs naturels régionaux. Vous avez le parc naturel régional du Limousin, Périgord-Limousin, là dans le nord. Et malheureusement, ça n'empêche pas les coupes rases, ça n'empêche pas certaines spéculations qui se passent exactement comme si on était en dehors d'un parc naturel. Donc vous avez heureusement des sites classés, des sites inscrits, mais ce n'est pas vraiment très très protecteur. Et quant aux espaces naturels sensibles du département, il y en a très très peu. Et depuis l'an 2000, il ne s'en est pratiquement pas créé. Donc on manque en Dordogne je ne dis pas parc national. Un parc national, c'est extrêmement... évidemment, ça demande... il faut des conditions strictes. Puis en fait, dans les parcs nationaux, il n'y a que les cœurs de parcs nationaux qui sont vraiment protégés. Les zones périphériques, à peine. Mais donc il n'y a peut-être pas les conditions favorables pour un parc national. Mais certainement d'autres parcs naturels régionaux, mais avec des chartes beaucoup plus conservatoires que productivistes. Et des réserves naturelles, des réserves biologiques. On va voir peut-être où. On va voir où est-ce qu'il faudrait faire ces réserves naturelles et ces réserves biologiques. Oui, parce que s'il faut revoir la politique agricole, il faut certainement aussi revoir la politique forestière. Au lieu de... parce que là, cette gestion industrielle des forêts fait tout le contraire, affaiblit les peuplements au lieu d'améliorer leur résilience. Vous savez ce que c'est la résilience, hein, en gros, c'est la robustesse. Donc... on marche un peu sur la tête. Il faudrait, avec le réchauffement climatique, avec les attaques de plus en plus sérieuses de ravageurs, avec les feux, etc., on devrait commencer quand même à changer de mode de production, de gestion forestière et aller vers quelque chose de beaucoup plus résilient. Alors déjà, les coupes rases, au-dessus de 1 hectare, ça devrait être interdit. Et... nous pensons aussi qu'il serait utile de sanctuariser les vieilles forêts. Alors, oui, je n'ai pas parlé des forêts primaires, mais il n'y en a pratiquement plus en France, depuis le Moyen-Âge, vous le savez.
Mais j'ai été surpris quand même par cette étude. Je crois que c'est une université allemande qui l'a faite. Et j'ai été surpris qu'il restait plus de forêts primaires en Europe que ce que j'avais cru. Bon, j'en connais quelques-unes. Hein. Ici, en Italie, dans la péninsule de Gargano, il y a une hêtraie primaire. Bon, pourquoi elle est protégée? Parce qu'elle est dans l'enceinte d'un monastère depuis l'an 800, je crois. Donc, elle ne risque rien. Non, elle fait 800 hectares et le monastère ne fait pas... c'est le monastère Santa Michelangelo de la péninsule de Gargano. Je sais plus, elle fait 800 hectares, oui, c'est ça. Et le monastère doit dater du pré-Moyen-Âge. Donc, c'est vraiment une forêt primaire. Il reste des forêts. J'ai vu une forêt primaire aussi à Madère, mais alors vraiment sur des pentes très fortes, dans des endroits absolument inaccessibles pour l'agriculture ou pour construire des villages. Sinon, j'ai été surpris. Donc, vous voyez, les dernières grandes forêts primaires sont dans les Balkans, dans l'arc balkanique, là, en Pologne, Biélorussie et Biélorussie. Et puis également dans l'ancienne Yougoslavie, en Bosnie-Herzégovine, Croatie, encore des forêts primaires. Et puis un petit peu aussi dans les Alpes, donc conifères et feuillus. Voici la forêt primaire de Gargano, dont je viens de vous parler, qui se situe là, et qui est une forêt primaire de hêtres, qui est multiséculaire, et qui est complètement en libre évolution. Absolument aucune exploitation, aucune récolte. J'étais surpris d'ailleurs de voir qu'on pouvait y circuler assez facilement. Bon, il y a des chemins, mais même là où il n'y a pas de chemin, j'étais surpris. Alors qu'à Bielowice, c'est plus difficile de circuler, mais là, il y a moins d'arbres morts au sol que... Alors, est-ce qu'ils ne le disent pas? Est-ce que les moines retirent des arbres morts? Je ne sais pas. Et voici la lauricée. En fait, c'est une forêt de lauriers. Alors, les lauriers de Madère sont différents des lauriers français. C'est une autre espèce. Il y a plusieurs lauriers. Et là, on a vraiment des forêts qui existaient déjà au XVe siècle. Des forêts de lauriers absolument primaires. Voilà, donc c'est toujours extraordinaire de pénétrer dans une forêt primaire. Ça donne une émotion absolument inégalée. Alors, on n'a peut-être plus de forêt primaire chez nous en Dordogne, mais on a encore, et ça il faut le savoir, on a des vieilles forêts. Et en voilà une ici, que je ne me rappelle plus où j'ai pris ma photo. Je crois que c'est dans le Sarladais, je ne me rappelle plus, mais je crois que c'est dans le Sarladais. En tout cas, c'est une vieille forêt dans la mesure où elle correspond aux critères de vieille forêt. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous dire ce qu'il faut pour que ce soit une vieille forêt. En gros, des gros arbres et beaucoup d'arbres morts aussi. Voilà. Et on a en Dordogne beaucoup plus de petites parcelles, de patchwork, de vieilles forêts comme ça, un peu partout. Mais on ne sait pas où elles se trouvent. Voilà. Le problème, c'est qu'on sait où sont les forêts anciennes, c'est-à-dire les forêts qui existaient dans les années 1850. Voilà. Voilà. Vous avez ici la carte des forêts anciennes de Serre, c'est chez toi. C'est la communauté de communes de Bastide de Périgord Dordogne. Et là, vous voyez 21 500 hectares de forêts anciennes. Et on sait que dans ces forêts anciennes, il y a évidemment des vieilles forêts. Et le CEN, Conservatoire des espaces naturels de Mussidan, à la demande très éclairée de la communauté de communes, c'est la seule en Dordogne qui ait demandé l'inventaire des vieilles forêts de sa communauté de communes. Ça, c'est remarquable. Et on aurait aimé que cette opération pilote, qui va se terminer fin 2024, là on va voir la cartographie des vieilles forêts de cette communauté de communes à la fin de l'année, on aurait aimé que ça fasse tache d'huile et que les autres communautés de communes, on a essayé d'aller les voir, j'ai essayé de voir M. de Péritier à Sarlat, on a vu, je ne sais plus, à Saint-Cyprien également. Bon, ça n'a pas marché, soi-disant que les crédits étaient épuisés, etc., etc. Il y a toujours des prétextes, alors que cette étude ne coûte pas très cher, hein, ça mobilise peut-être 2 ou 3 techniciens forestiers. Il faut aller évidemment sur le terrain, mais moi je me demande, je pense qu'on pourrait aller beaucoup plus vite, ça pourrait peut-être intéresser SOS Forêt Dordogne ici dans la salle, c'est déjà de faire un espèce de pré-inventaire de ces vieilles forêts sur la Dordogne, uniquement sur la base de la photo-interprétation. Parce que sur les photos, sur les orthophotos,
à grande échelle, on arrive à voir la canopée des arbres. Vous savez que la canopée des arbres, le feuillage d'arbre est proportionnel à la taille de l'arbre. Donc là où on voit des grands arbres, on peut suspecter la présence de vieilles forêts. Et donc on pourrait déjà avoir une espèce de pré-inventaire des vieilles forêts à l'échelon du département. Et ça, ce serait un outil extrêmement utile, de même que d'avoir les coupes rases, la carte des coupes rases, mais d'avoir la carte des vieilles forêts sur la Dordogne. Avec ça, on va voir Perrault ou quelqu'un d'autre, et on a vraiment un outil fabuleux pour dire, voilà, c'est là qu'il faut faire ces espaces naturels sensibles, c'est là qu'il faut faire des réserves naturelles, c'est là qu'il faut faire des réserves biologiques intégrales, et c'est là qu'il faut arrêter de faire des coupes rases, parce que le disparaissent avant même d'avoir été répertoriés. Ça, j'ai pas une vieille forêt, mais une forêt mature à côté de chez moi, elle aurait été vieille d'ici 20 ans, hein, et qui a été coupée à 500 mètres de chez moi, un Sylvie, coupe rase, 4 hectares l'année dernière, Compagnie des Bois de Brive, voilà, soi-disant gestion durable, etc. Oui, ils ont laissé 3 chênes. Hein. Sur 4 hectares, ils ont laissé 3 chênes, alors c'est une gestion durable. Voilà. Non, c'est vraiment... Et attendez, en plus, au printemps, à l'époque de la nidification des oiseaux, on coupe les arbres à l'époque de la nidification des oiseaux. Bon, calmons-nous. Je voulais revenir, bon, c'est effacé, mais c'est... Sans mettre sous cloche des vieilles forêts. Bon, les vieilles forêts, il ne faut certainement pas faire grand-chose dedans, mais sinon les protéger. Mais on a beaucoup de peuplements matures qu'on pourrait gérer en forêt irrégulière, à couvert continu. Bon, ça, c'est un... bon, vous ne le voyez pas, là, c'est derrière, mais c'est vrai que c'est une sylviculture qui est en train de se développer. Il y a un certain nombre d'associations en Dordogne, il y a Cœur de Forêt, et d'autres associations, ProSylva, puis il y en a... Qui font la promotion de ce type de gestion forestière douce, c'est-à-dire qu'au lieu de récolter tout d'un coup, hein, c'est ça une coupe rase, on va récolter tout d'un coup, on va avoir des montagnes de bois, alors que là, on va récolter dans le temps, raisonnablement, comme on faisait avant. Hein, comme on faisait avant. On gérait en bon père de famille nos forêts, et on exploitait au fur et à mesure de nos besoins, et puis voilà, un arbre par-ci, un arbre par-là, mais jamais on ne découvrait la forêt. Le couvert restait continu, sauf au niveau des chablis, évidemment, quand il y avait des coups de vent, évidemment, là il y a des chablis, mais à la limite, le chablis fait partie de la régénération naturelle, puisque de la dynamique forestière, puisque les régénérations naturelles en profitent pour pousser et assurer le devenir de la future forêt. Voilà, donc il faudrait aller presque partout, généraliser ce système de forêt irrégulière diversifiée. Et ça, c'est très important, la diversification, la diversité, pardon, ça fait partie, c'est la clé, si vous voulez, de la conservation de la biodiversité. Comment dirais-je, avoir qu'une seule espèce, ça ne rime à rien. Nous devons avoir des forêts avec 2, 3, 4, jusqu'à 15 espèces, pas seulement le couvert, la canopée, mais aussi les strates intermédiaires avec des fruitiers sauvages, etc. pour les oiseaux. Enfin bref, il faut réfléchir à une sylviculture beaucoup plus irrégulière et beaucoup plus diversifiée qu'actuellement. Je suis obligé d'avancer. Oui, juridiction environnementale efficace. C'est vrai que je crois que là, Gérard Charolois en sait beaucoup plus que moi dans ce domaine. Et je suis sûr qu'il serait d'accord avec moi pour dire qu'il y a une énorme simplification administrative à faire dans le code de l'environnement actuel, accélérer peut-être les procédures, mais ça ne veut pas dire les bâcler, et puis avoir des juges qui soient formés aussi à l'environnement, hein, comme dans certains pays. Je crois qu'en Espagne, il y a des juges formés à l'environnement qui sont donc beaucoup plus efficaces pour tout ce qui est recours ou procès qui ont trait à l'environnement. Et il y a également un facteur dont on ne parle jamais dans les débats, c'est de stabiliser la population. Bon, là, quand on parle de réarmement démographique, quand on parle de politique nataliste et tout, ben moi, je ne suis pas d'accord. Je sais bien que le Parti écologiste va plutôt dans l'autre sens, n'a pas l'air de s'intéresser beaucoup à cette question. Moi, je pense que bon, c'est vrai qu'on est dans un pays qui est, il y a 1,6 enfants par femme, donc le taux de fécondité est plutôt en dessous de la moyenne pour le renouvellement des générations, mais de toute façon, l'immigration permet de compenser et nous avons une croissance de 0,3%. Donc nous continuons de croître notre population, un peu partout d'ailleurs en Europe.
Mais le gouvernement veut, lui, une politique plus nataliste, plus d'enfants, etc. Voilà. Alors, voilà, je crois qu'on ne va pas trop développer, mais pour moi, il serait essentiel, si on veut entrer dans une société d'équilibre et de renaturation, il faudrait essayer de mettre en place une politique éco-démographique, c'est-à-dire vraiment arriver, oui, à 2 enfants par famille, mais peut-être pas plus, pas aider forcément à avoir plus d'enfants que 2 par famille, et donc essayer de maintenir cet équilibre, enfin, essayer d'arriver à un équilibre population-ressources. On n'a pas parlé de... Bon, quand j'ai parlé de la chasse tout à l'heure, j'ai pas parlé évidemment des grands prédateurs. C'est vrai que la question se pose en Dordogne. Vous savez que le loup est pas loin de revenir, enfin même certaines personnes pensent l'avoir vu. Donc le département se prépare, hein, il y a une commission loup. Le département se prépare alors je ne vais pas dire accueillir les loups, c'est pas du tout le terme, mais c'est plutôt à se défendre contre le loup. Donc voilà. Donc tout est fait pour donner plus de subventions aux éleveurs. C'est comme si, effectivement, comme tu disais Gérard, si le pays était entièrement composé d'éleveurs. Bon, il n'y a pas que les éleveurs. C'est vrai qu'il arrive que les loups fassent des dégâts aux élevages, mais enfin, si les proies sont nombreuses, si les sangliers sont nombreux, si les chevreuils et les cerfs sont nombreux, je ne vois pas pourquoi des loups iraient s'attaquer à des moutons ou à des vaches, sachant qu'ils sont défendus par des chiens redoutables, ou des clôtures électriques. Donc, alors l'intérêt de ces grands prédateurs, c'est qu'ils font le travail bien mieux que les chasseurs. Ils sont capables de réduire les populations, pas forcément de les réduire, mais de les brasser en permanence. Un loup, enfin une meute de loups, même les lynx, arrivent à brasser les animaux sauvages, ce qui fait que ces animaux ne restent jamais très longtemps au même endroit, et donc leurs dégâts, l'abrutissement sur les forêts ou même les dégâts agricoles sont beaucoup plus faibles. Donc, intérêt d'avoir des grands prédateurs pour vraiment en haut de la pyramide écologique. Alors on appelle ça dans certains pays, alors le loup c'est pas du réensauvagement, le réensauvagement ce serait revenir par exemple à des réintroductions de bisons. Hein, vous savez que le bison existait en Europe il y a au temps des glaciations, hein, le voilà ici reproduit sur la grotte d'Altamira en Espagne, mais vous trouvez des bisons sur toutes les grottes préhistoriques de Dordogne. Le bison était partout. Donc le bison a d'énormes avantages dans l'écosystème forestier, il brasse, il ouvre la forêt, il piétine, il permet les régénérations, il permet à d'autres espèces de pénétrer, d'accéder à d'autres niches écologiques, etc. Donc le bison est vraiment... Alors bon, il n'y a pas que le bison, on peut aussi penser à des races de vaches ou de bovins rustiques, hein, les longhorns, je ne sais plus la race portugaise là, qui est très rustique également, la chèvre du Rove également, du côté de Marseille. Enfin, vous avez des animaux domestiques qui sont... Et puis vous avez aussi des bovins qui se rapprochent de l'auroch. Hein, l'auroch était l'auroch primiginus, qui était le premier bovin qui a donné naissance à toutes ces races de bovins actuelles. Voilà. Donc le réensauvagement, en France, on n'y pense pas. Hein. C'est vrai qu'on est très orienté vers la culture, beaucoup plus que vers la nature, alors que dans les autres pays voisins, en Allemagne, en Angleterre, dans les pays scandinaves, même en Espagne, vous avez des zones qui sont prévues pour le réensauvagement. Et c'est des milliers d'hectares. Hein. Des milliers d'hectares qui sont destinés à la reconstitution d'un écosystème complet, de toute la pyramide complète. Voilà. Mais le pâturage extensif, dans certaines zones, ce n'est pas inenvisageable aussi comme complément à la faune sauvage. Voilà, j'ai terminé l'Europe. Et je voulais vous parler quand même, bon là vous pouvez quitter vos habits, hein, puisqu'on va partir en Afrique, il fait beaucoup plus chaud. Et oui, parce qu'il y a beaucoup de... Je voulais lier un petit peu l'Afrique à parler de l'Afrique dans cette conférence, parce qu'on connaît mal ce qui se passe en matière de biodiversité en Afrique. On a souvent des préjugés. De ce que je vois, de ce que j'écoute dans les médias et tout, je suis très très déçu. Il n'y a pas vraiment d'image très objective de ce qui se passe réellement sur le continent africain. L'Europe et l'Afrique sont de toute façon très liées. Hein.
géopolitiquement, historiquement, nous avons des liens très forts avec l'Afrique. Donc je pensais que c'était une occasion de vous parler de l'Afrique. Moi, j'y ai passé personnellement une vingtaine d'années, en différentes... oui, certaines fois, je suis resté plus d'une année, des fois 2 ans. Mais après, c'était surtout des missions de moyenne durée ou de courte durée. Voilà. Je suis allé un petit peu dans tous les écosystèmes africains, y compris à Madagascar. Et là, je voulais vous montrer cette forêt de baobab, tout près de Morondave, dans l'ouest. Elle est connue, cette forêt. Cette photo, on la voit sur National Geographic et tout. Et ce qui est intéressant de dire, c'est que Madagascar est un véritable... Bon, c'est lié à l'Afrique géopolitiquement, mais en fait, sur le plan naturel, Madagascar est très très différent de l'Afrique, puisque l'île a été séparée du continent il y a 400 millions d'années. Et donc, sa faune et sa flore sont endémiques à 90-95% parfois. Tout est différent à Madagascar. La flore, les amphibiens, les lémuriens, évidemment. Il n'y a aucun singe à Madagascar, ce sont tous des lémuriens. Les reptiles, les insectes, tout est endémique, c'est absolument extraordinaire. D'où l'importance pour l'humanité de la biodiversité de cette île continent. Non, c'est pas l'Australie, c'est de cette île, voilà, qui fait quand même 2000 km de long et 400 de large à peu près. Donc c'est un peu plus grand que la France. Donc le baobab, eh bien, figurez-vous que rien qu'à Madagascar, il y a 7 espèces de baobab. Et savez-vous combien il y en a dans tout le reste de l'Afrique? Une seule espèce. Donc vous voyez un peu la diversité rien que du taxon baobab. Voilà, vous avez des petits baobabs comme ça, puis vous en avez des géants comme ceux-ci. Voilà, donc le désert, la forêt dense, les mangroves, les savanes, les rivières, les fleuves, c'est d'une richesse inouïe. Et voilà les lémuriens, ici un lémurien très sympathique qui s'appelle le Propithèque de Véro, qui n'existe évidemment qu'à Madagascar. Alors là, j'ai pris des photos de mon guide des parcs nationaux d'Afrique, qui est très vieux, hein, il a été mis au pilon depuis. Et c'est juste pour vous montrer la diversité de la faune africaine, uniquement les mammifères, à part l'autruche. Hein. Vous enlevez l'autruche, tout le reste ce sont des mammifères. Et vous voyez, rien que pour l'Afrique de l'Ouest, la diversité de cette faune, de la forêt jusqu'aux zones les plus sèches, où on va trouver l'oryx, la dax, etc., c'est-à-dire le désert du Sahara. Nous allons prendre le cas de la République démocratique du Congo. C'est un pays immense. Et je l'ai pris parce que c'est 60% de la forêt de la cuvette congolaise. Donc 60% de la grande forêt d'Afrique centrale se trouve concentrée au Congo-Kinshasa. Kinshasa est là, Brazzaville est juste en face. Donc ces 2 grandes villes, maintenant délirantes, Kinshasa atteint 15 millions d'habitants. C'est devenu une mégapole qui n'arrête pas de grandir. 15 millions d'habitants à Kinshasa. Bon, et voilà le Grand Congo, donc, avec des problèmes, comme vous le savez, de corruption, problèmes politiques ici, dans le Kivu, avec la guerre avec le Rwanda, etc. Enfin bref, alors qu'il y a des zones extraordinaires, des parcs, des Virunga, le parc de Kaouzi-Biega, où il y a les gorilles, le parc Murchison Falls, ça fait toute cette zone où il y a des conflits armés, et malheureusement une zone donc très très riche en biodiversité. Donc, revenons sur notre forêt dense, humide. Donc, vous voyez, 4 fois la France. Alors, la forêt d'Afrique centrale, elle le déborde. Hein. Elle va sur le Congo, ici, le Gabon, la Guinée équatoriale, le sud du Cameroun et le sud-ouest de la République centrafricaine. Voilà. Tous ces pays sont recouverts par la forêt primaire. C'était une forêt primaire. Enfin, c'est toujours en partie, mais vous allez voir ce qui se passe. Et ce n'est pas tout à fait réjouissant. Alors ça, c'est vue d'avion. On est là vraiment au cœur de la République du Congo, au-dessus d'un parc qui est énorme. Il est plus grand que la Belgique, qui s'appelle le parc national de la Salonga. Voilà. Donc c'est un bloc de forêt primaire absolument gigantesque, mais qui commence à être menacé sur sa périphérie, comme on va le voir. Alors ces forêts denses humides sont absolument extraordinaires en biodiversité. Je ne sais pas combien, je ne me rappelle plus combien il y a d'espèces de singes. On en découvrait d'ailleurs, même quand j'y étais, un Belge avait découvert une nouvelle espèce de colobe. Voilà. Mais sinon, vous avez l'okapi un peu plus à l'est, vous avez 2 espèces de chimpanzés, le chimpanzé et le bonobo, un peu plus au nord, le bonobo. Oui, parce qu'ils se partagent pas l'espace, hein, c'est 2 niches écologiques différentes. Et puis vous avez le mandrill, vous avez le drill, un peu plus au nord aussi. Vous avez, voilà, puis la quantité d'insectes, de plantes.
dans ces forêts-là, c'est 200 espèces d'arbres à l'hectare. 200 espèces d'arbres à l'hectare. Une forêt tempérée, c'est quoi? C'est 10, 15 maximum, avec le sous-bois. Là, c'est 200 espèces. Je voulais parler de cette zone immense, qui est la plus grande tourbière du monde. C'est la tourbière de la Likwala aux Herbes. C'est une rivière qui s'appelle Likwala aux Herbes. Et du coup, ça a donné le nom à toute la tourbière. Elle a été... bon, j'y suis jamais allé, hein, parce que c'est extrêmement difficile d'y aller. Elle est très, très difficile d'accès. Et puis, en plus, mon travail ne m'amenait pas là voilà, à cette époque-là. Bon, il se trouve que, oui, cette tourbière a fait l'objet d'une grande étude récemment par une équipe britannique qui est restée 3 ans et qui a découvert que cette tourbière était d'abord extrêmement profonde et qu'elle stockait plus de 30 milliards de tonnes de carbone. Donc c'est un stock de carbone absolument considérable. Et là, on apprend récemment que le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa venait de décerner des permis d'exploitation pétrolière. Voilà, donc qu'est-ce qui va se passer? Espérons que le pétrole n'est pas est plutôt sur les bords que dans la tourbière, mais bon, qu'est-ce qui va se passer si l'exploitation pétrolière se développe dans cette zone-là? Eh bien, peut-être le pire. Voilà. Donc, cette tourbière, aussi grande que la Belgique, 167 000 km², c'est vraiment énorme. Voilà, l'importance des tourbières pour le stockage du carbone. Et donc, si jamais ce carbone partait dans l'atmosphère, ce serait pas 4 degrés, mais peut-être 5 ou 6 degrés de réchauffement climatique. Et voilà, ça c'est inquiétant. Vous avez vu la première photo de la forêt dense c'était ici, voilà. C'était au-dessus de ce parc. C'est le parc de la Salon. Il est en 2 grandes parties, vous voyez. Et regardez, ces taches violettes, comme des métastases, eh bien, ce sont les permis d'exploitation forestière. C'est-à-dire ce sont les grandes concessions forestières chinoises, surtout chinoises, européennes, malaisiennes, qui viennent donc pour évidemment couper le bois précieux de l'Afrique centrale, les fameux acajou, okoumé, tiama, sipo, kosipo, obengue, etc. Il y en a des dizaines et des dizaines. Et ça, c'est très très préoccupant, parce que ces exploitations forestières, ils ont d'énormes moyens. Voilà. Donc, au plus profond des forêts primaires, ils ouvrent des pistes, évidemment, pour débarder les bois. Là, ce sont ah, zut, j'ai oublié. Le sapelli, voilà. Ça, c'est du sapelli. Vous voyez la hauteur des arbres, hein, c'est pas 20 mètres, 25 mètres, c'est 100 mètres. Là, hein. Et là, vous avez des troncs qui font, certains troncs font à la base, avec leur contrefort, plusieurs mètres de diamètre. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, ces pistes vont permettre l'introduction des braconniers, mais aussi des agri-villageois, hein, puisque la population augmente sans cesse. Eh bien, ces gens ont besoin de se nourrir. Le nombre de bouches augmente et donc il faut bien trouver toujours de nouvelles terres à cultiver. Alors ils vont en forêt et ils utilisent évidemment les pistes forestières que vous avez vues pour installer des villages agricoles et développer leur culture. Alors la culture, malheureusement, ce n'est pas une culture très, très soutenable, c'est une culture qu'on appelle la culture sur brûlis, qui est itinérante, c'est-à-dire que sous ces climats-là, le sol est très très fragile, et les grosses pluies lessivent les éléments fertiles. Ça veut dire qu'après une année de culture, le sol est carrément stérile. Donc le paysan est obligé d'aller brûler un peu plus loin. Donc il coupe les arbres, il attend que ça sèche, il met le feu et il refait ainsi, il replante son manioc, ses bananiers ou son riz des fois. Voilà. Donc cette culture est évidemment elle est complètement liée aux besoins alimentaires. Et avec un taux de croissance de la population de 3% par an, ce qui est absolument énorme, il est évident que le dégât sur la forêt primaire est gigantesque. Donc on peut dire que les exploitations forestières ouvrent la voie aux agri-villageois et aux braconniers. Voilà. Donc quand on achète un meuble chez Ikea, par exemple, en bois précieux, bon, heureusement, il y en a de moins en moins en bois précieux chez Ikea, mais en fait, on peut trouver
du palissandre, du bois de rose, on peut trouver des meubles en acajou, je crois que ça se trouve encore, hein. Ou voilà, pour les terrasses de piscine aussi, bon, je crois qu'il y a beaucoup de bois qui arrivent d'Amazonie aussi. Mais bon, on contribue effectivement à ce genre de problème. Bon, sans le savoir évidemment, et puis on ne peut pas retourner à la bougie, on est bien obligé de se meubler. Un autre dégât considérable dans les forêts primaires d'Afrique, ou les forêts secondaires, c'est carrément l'orpaillage. Alors l'orpaillage, c'est la recherche de l'or. Donc vous savez, actuellement, l'or n'a jamais été aussi haut, hein. La Chine vient d'acheter 10 tonnes d'or là, pour sa banque centrale. Donc tout ça, ça crée une demande, et donc il y a une offre, hein, derrière. Il y a des tas de gens qui, pour des salaires de misère, vont dans des conditions absolument terrifiantes. Là, ils ont les pieds dans des eaux pleines de mercure, hein, parce qu'ils utilisent du mercure pour extraire l'or. Donc c'est extrêmement polluant pour les eaux, c'est extrêmement, ça fout le sol en l'air, la forêt est détruite, etc. Voilà des camps d'orpailleurs. Ils sont souvent d'ailleurs illégaux, hein, et il faut aller ils s'installent sans permission, sans rien du tout, des fois au sein même des parcs nationaux. Là, j'ai eu ce camp d'orpailleurs dans le parc national de Taï, où j'avais travaillé il y a déjà pas mal de temps, et qui faisait donc des dégâts énormes le long de la rivière et à la forêt. Voilà. Alors, il n'y a pas que l'or, hein, il y a le cobalt, il y a le nickel pour nos batteries de voitures, bon, vous connaissez un peu tous les problèmes, et ce sont souvent des grosses sociétés minières, des grosses sociétés capitalistes, avec des banques des fois même européennes, hein, qui financent ces sociétés. Donc ça, il faut le savoir aussi. Il y a des ONG qui travaillent là-dessus et qui savent et qui connaissent. Vous allez sur Internet et vous regardez quelles sont les banques qui sont derrière ces activités illégales et illicites, et vous serez des fois peut-être un peu surpris du résultat. Je préfère rien dire là, j'ai pas envie d'avoir un procès en diffamation, mais bon. Ils ont de bons avocats. Alors oui, le braconnage, ça c'est terrible. Ça, moi, que ce soit évidemment l'éléphant avec l'ivoire, qui part surtout en Chine, mais qui a servi aussi à la guerre du Darfour. L'ivoire était revendu pour acheter les Kalachnikov. Mais bon, il y a deux sortes de braconnage. Il y a le petit braconnage du paysan du coin qui va chasser pour vivre. Là, c'est pas grand-chose. Et pourtant, malheureusement, la loi n'est pas très bien faite. Et puis, vous avez les gros commerçants, les gros braconniers, qui eux viennent carrément... soit ils laissent des fusils à des chasseurs de village, et ils viennent avec leur voiture pour récolter la viande, et ils repartent vendre cette viande en ville, où la demande explose, puisque les villes africaines sont en train de gonfler à un rythme monstrueux. Donc ici, toute une bande de colobes baies de la forêt de Taï, abattus, même le petit, un céphalophado jaune, etc. Voilà, là c'est déjà plus à taille rurale. Mais alors ce qui se passe aussi, c'est que ces manipulations à main nue, etc., Ebola il est sorti de là. Hein. Ebola, vous savez qu'il y a 2 ou 3 espèces de chauves-souris qui sont porteuses d'Ebola, et donc c'est évident que il n'y a pas de prévention, il n'y a pas d'éducation, et donc les chasseurs ne sont pas au courant, et ils manipulent à main nue des animaux qui autrefois vivaient dans la forêt primaire et n'avaient aucun contact avec les hommes. Donc c'est ces contacts précipités avec les hommes qui font que ces maladies, comme peut-être que le Covid-19 aussi, est sorti de la forêt, mais peut-être pas d'Afrique, mais ça ne m'étonnerait pas qu'à côté d'Ebola, il y ait d'autres virus. Vous savez, on connaît quoi? On connaît même pas 10% de l'ensemble des virus qui existent. Il y en a une diversité absolument inouïe de virus, et certains sont certainement très très dangereux. Alors, un autre phénomène qui est absolument terrifiant en Afrique, c'est l'accaparement des terres. Et ça, c'est aussi un phénomène dû au capitalisme. Hein. De nombreux pays, même la France, bon, nous ne sommes pas les principaux accapareurs, mais l'accaparement des terres, comme vous voyez sur cette carte, c'est surtout l'Afrique qui est accaparée. Hein, ça consiste à acheter des milliers et des milliers d'hectares pour faire des cultures d'exportation. Ça va être de l'ananas, ça va être du coton, ça va être du maïs, ça va être du sorgho, ça va être tout ce que vous voulez. Alors il y a un défrichement énorme sur des milliers d'hectares. Alors évidemment, inutile de vous dire que les villages locaux sont complètement chassés, évidemment. Pourquoi? Parce que la terre, en Afrique en général, hein, en Afrique francophone, la terre appartient à l'État, et les gens, en fait, n'ont que l'usufruit. Hein. Cultivent, mais ils sont chassés donc, puisque l'État va louer des concessions énormes à des gouvernements ou à des multinationales ou à des fonds de pension. Voilà. Alors les principaux accapareurs, c'est les pays du Golfe, la Chine, les USA, la Suisse.
le Royaume-Uni, la France également. Voilà. Et ça, tout ça au détriment des cultures vivrières qui sont le secret de l'autonomie alimentaire de l'Afrique, c'est les cultures vivrières, ce n'est pas les cultures d'exportation dont on connaît les variations brutales des cours. Donc ce sont vraiment les cultures vivrières qu'il faudrait relancer, qu'il faudrait défendre, qu'il faudrait sécuriser. Et ce n'est pas le cas, malheureusement. On n'en prend pas le chemin, c'est tout l'inverse. Même l'Afrique du Sud a acheté des terres, ils ont acheté, je crois, 1 million d'hectares au Congo-Brazzaville. 1 million d'hectares. Donc, alors les gens sont chassés, et au mieux, ils sont recrutés comme salariés agricoles à 1 ou 2 dollars par jour. Voilà. Je voulais vous parler d'un écosystème côtier vital qui s'appelle la mangrove. Il en reste encore beaucoup en Afrique et à Madagascar. Ici, c'est la mangrove malgache sur la côte ouest, qui est encore assez peu anthropisée, heureusement. Et ce sont des écosystèmes extrêmement utiles pour protéger les côtes contre l'érosion, hein, les tempêtes, mais il y a aussi, ce sont également des viviers, des frayères à poissons, à crustacés, etc. Et même pour le bois de chauffe, etc., les palétuviers sont utilisés pour les villages périphériques. Malheureusement, dans cette région de l'océan Indien, il y a beaucoup de chalutage de l'Europe, parce que des contrats sont passés entre l'Europe et par exemple Madagascar, donc d'énormes sommes d'argent sont versées pour autoriser les chalutiers espagnols, français, mais il y a aussi les chalutiers asiatiques évidemment qui viennent et qui détruisent tous les fonds marins des zones côtières, et tout ça au détriment des pêcheurs côtiers qui n'ont pratiquement plus rien à pêcher depuis la présence de ces énormes chalutiers qui pêchent pour l'Europe ou pour la Chine ou pour la Malaisie, etc. Voilà. Et les mangroves sont également attaquées pour l'aquaculture. Donc l'aquaculture, surtout la crevetticulture. C'est-à-dire que le développement de l'élevage de crevettes, c'est au prix de la destruction de la mangrove. Je voulais aussi parler des migrations d'oiseaux. C'est un lien, c'est symbolique. C'est ces oiseaux qui migrent entre l'Europe et l'Afrique. Hein. En hiver, ils partent là-bas, et en été, ils reviennent. Bon, de moins en moins avec le réchauffement climatique. Mais je voulais quand même vous en parler un petit peu parce que voilà, ça c'est l'ancienne carte. Cette carte, elle est connue. Elle montre ces 3 zones importantes, ces 3 grandes zones humides d'Afrique occidentale et centrale, où vont migrer beaucoup de nos oiseaux d'eau, mais aussi d'autres espèces. Alors ici, vous avez le delta intérieur du Niger. Heureusement, il est protégé par un parc qui s'appelle le parc national du Djoudj, dans le delta du fleuve Sénégal, mais qui a malheureusement beaucoup souffert de la construction du barrage Sénégal. La variation des niveaux d'eau ne convient plus à de nombreuses espèces d'oiseaux. Enfin, il y a toujours autant de pélicans, comme vous voyez sur cette photo, mais qui a été pris déjà il y a pas mal d'années. Ici, vous avez un autre anatidé qui n'est pas migrant. Alors, vous voyez, il y a plusieurs... il y avait des comptages avant de l'Office national de la chasse ou d'un organisme affilié, mais depuis le terrorisme, malheureusement, au Sahel, ils n'y vont plus. Donc, ça fait 3-4 ans qu'on n'a plus aucune donnée sur les migrations de ces oiseaux entre l'Europe et l'Afrique. Vous avez des anatidés, vous avez des oiseaux d'eau sédentaires en Afrique, évidemment, ils ne sont pas tous migrateurs. Ici, vous avez ce qu'on appelle les dendrocygnes. Voilà. Dendrocygne veuf, c'est le nom de ce canard. Je ne sais pas pourquoi dendrocygne. Dendro, il n'a rien d'un arbre, cygne, il n'a rien d'un cygne, mais il s'appelle le dendrocygne. Bon. Peut-être que Serge Feuillette, non, peut-être pas. Il faudrait peut-être remonter au grec ou au latin, je ne sais pas. Enfin bref. Il est très abondant, mais ses effectifs sont en train de baisser. Pourquoi ? Parce que le lac Tchad est en train de malheureusement de rapetisser, puisqu'il y a moins d'eau qui arrive par le Chari et par le Logone, les 2 fleuves qui alimentent le lac Tchad. Et le delta intérieur du Niger est malheureusement, là c'est pas. Vous savez que le Niger et le Mali sont des pays à très fort taux d'accroissement démographique. Et donc l'emprise de l'agriculture irriguée sur ces zones humides est très forte. Donc on développe, on draine énormément de zones humides au détriment des oiseaux pour cultiver du riz, évidemment pour la population. Voilà, vous avez là les 3 grandes zones humides d'Afrique de l'Ouest. Il y a évidemment d'autres zones en Afrique de l'Est dont voilà, si celle-là vous la connaissez, c'est le lac Nakuru au Kenya. J'ai mis que c'est une image du passé parce qu'à cause de la population croissante, il y a eu un fort déboisement du bassin versant, ce qui fait que les eaux de pluie ont ruisselé beaucoup plus facilement vers ce lac, qui est un lac
d'eau saline, alcalin. Et donc cette eau a adouci le lac. Et en adoucissant le lac, ils ont évidemment fait disparaître la nourriture des flamants roses. Puisque vous savez, c'est cette petite crevette qui est la cause de la rougeur d'ailleurs des flamands, dont se nourrit le flamand. Mais il lui faut une eau alcaline. Et là, l'eau étant devenue douce, ces flamands, il en reste, mais il reste une poignée de flamands, alors qu'il y en avait plusieurs millions. Là, au moment où on avait pris cette photo, il y avait encore 2 à 3 millions de flamands. Il y en a qui disaient que de la Lune, on arrivait à voir on voyait la tache rouge de Jupiter, mais on peut voir aussi la tache rose du lac Nakuru au Kenya. C'était joli, je trouve, comme image. Non, c'est pour vous dire qu'il y avait, peut-être pas, mais c'est pour vous dire qu'il y avait énormément de flamands et que malheureusement, et là, donc il y a un impact. Donc retour du bâton, c'est qu'il y a beaucoup moins de touristes qui viennent et donc beaucoup moins de revenus accessoires pour les populations locales. Voilà. Vous voyez, il y a tout un enchaînement de cause à effet. Je voulais vous parler aussi d'un parc qui se trouve en Afrique centrale, dans le sud du Tchad, qui s'appelle le parc national de Sakuma, qui fait 300 000 hectares, où j'ai travaillé aussi pour faire des inventaires de faune. Et à cette époque, bon, c'était dans les années 86, on avait trouvé en 3 troupeaux 1100 éléphants lors de l'inventaire aérien. Eh bien, en 2005, grâce à cette photo, ça a pu déclencher un projet de l'Union européenne qui a duré une vingtaine d'années, vous voyez, et qui a bien marché, puisqu'en 2005, la population d'éléphants était montée à 3900. Mais en 2009, regardez, 620 seulement. C'est-à-dire qu'il y a eu une énorme vague de braconnage après la fin du projet, notamment des Soudanais, et qui ont vraiment... Et aujourd'hui, je ne sais même pas s'il reste un éléphant au Tchad. Voilà. Donc ça, c'est grave. Les lions, c'est très préoccupant aussi. Bon, ils se portent encore relativement bien en Afrique de l'Est et en Afrique australe, mais en Afrique de l'Ouest, c'est une catastrophe. Moins de 400 lions pour toute l'Afrique de l'Ouest, alors qu'il y en avait des milliers. Ici, une photo qui date déjà de pas mal de temps, prise dans le parc national de la Pendjari au Bénin. Alors là, c'est un projet de l'Agence française de développement pour aider les Kenyans à protéger, à mieux gérer le parc de Meru. Voilà, qui se trouve, le mont Kenya est là et le parc de Meru est là. Malheureusement, il a un gros défaut ce parc, c'est qu'il est tout près de la Somalie. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que les Somaliens viennent avec des kalachnikovs et viennent abattre les éléphants pour ramener l'ivoire en Somalie et acheter des kalachnikovs. Voilà, il y a aussi des problèmes de surpâturage, problème de surpopulation aussi, parce que la population au Kenya se développe pas mal. Et donc, il y a une pression périphérique au détriment des espaces naturels. Et là, nous avons dû mettre une barrière à éléphants pour protéger les cultures, parce que sinon, les éléphants, évidemment, ils cherchent la facilité, comme tout le monde. Sinon, c'est un parc très riche, il y a du guépard, il y a du lion, de la panthère, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà le mont Kenya, il est donc situé au pied du mont Kenya, sur le côté est. Et ça, ce sont les écolodges de luxe. Bon, c'est vrai qu'il y a un tourisme plutôt de luxe dans ce parc. Et voilà un lodge. Alors, mais bon, c'est vrai que ce sont des... Mais ces revenus sont quand même relativement bien redistribués aux populations locales, et ça, c'est une bonne chose. Le Kenya Wildlife Service faisait quand même relativement bien son travail dans ce domaine. Il y avait donc donc les gens ont finalement pris conscience que le tourisme pouvait leur apporter peut-être parfois plus de revenus que l'agriculture. Bon, le parc national des volcans, je vais aller très vite, c'est donc au Rwanda, petit pays d'Afrique centrale, connu pour ses gorilles, mais qui est également menacé par les champs de pyrètres dans la périphérie. Alors, on ne voit pas la photo, malheureusement, elle est restée derrière. Bon, c'est pas grave, c'était pour vous montrer une forêt d'altitude dans les montagnes du Ruwenzori, un écosystème très particulier, un écosystème de forêt vers 2500-3000 mètres, avec des plantes très très différentes de ce qu'on trouve en savane et en forêt dense, de plaine. Donc les champs de pyrètres, parce que la population au Rwanda est très forte, plus de 600 habitants au kilomètre carré, mais grâce à un programme de planning familial qui a eu lieu avant le Covid, le taux de fécondité est passé de 6 enfants par femme à 4 enfants par femme. Donc il y a eu quand même un relatif succès du planning familial au Rwanda. Et je crois que maintenant ils sont en dessous de 4 enfants par femme. Mais enfin, il y a quand même plus de 600 habitants au kilomètre carré.
Voilà, donc je suis sur le domaine de la population. C'est vrai qu'en 2023, la population africaine, c'est 20% de la population mondiale. Et les projections, ça va être 40% de la population mondiale en 2100, au rythme actuel du taux démographique. Le Nigeria est extrêmement peuplé. Il va atteindre, à la fin, en 2100, il atteindra les 800 millions d'habitants. L'Éthiopie est également très peuplée, puis la zone autour du lac Kenya. Et puis le sud du Congo-Kinshasa. Voilà, alors une grande partie de cette population, et de plus comme en Europe, et même dans le monde entier, on a cette tendance de population qui s'urbanise de plus en plus. Donc on pense qu'en 2050, 60% de la population africaine vivra dans des villes. Mais il restera quand même encore 40% dans les zones rurales. Et malheureusement, les gens qui vont dans les villes sont souvent pauvres et les taudis s'étendent de jour en jour. Les taudis de Lagos sont absolument énormes. Ça, c'est un taudis de Nairobi. Toutes les villes africaines, les mégapoles africaines, Abidjan, etc., malheureusement, même Casablanca, sont malheureusement, comment dirais-je, ceinturées de bidonvilles où les conditions de sécurité, de vie, d'hygiène sont terribles. Voilà, le taux de fécondité, vous voyez, l'Afrique centrale de l'Ouest reste vraiment bas des records, avec plus de 5 enfants par femme. Et ça reste quand même très, très préoccupant. Il faut absolument, moi je pense que c'est dans l'intérêt de l'Afrique, il faut absolument aider l'Afrique à changer de trajectoire. Même si ce sujet est souvent tabou, on n'entend pas souvent parler, beaucoup de personnes ne veulent pas en parler. Et parce qu'ils imaginent que c'est un terrain de chasse de certains partis politiques, ou peut-être parce qu'on va les traiter de xénophobes ou de... Enfin, moi, je ne trouve pas qu'il y ait de la xénophobie à parler de ça. Ça me paraît au contraire de l'humanisme, parce que c'est quand même dans l'intérêt. Je pense que les familles, j'ai connu des familles en Afrique de 2 enfants, et ils étaient quand même relativement plus heureux que les familles pauvres avec 8 enfants. Voilà, alors ça, c'est les tendances de l'empreinte écologique dont on parlait tout à l'heure, qui n'arrête pas de... C'est sûr que l'empreinte écologique de l'Afrique est en train d'augmenter. Et comme vous le voyez, l'empreinte écologique a dépassé la biocapacité. Alors il y a un démographe de l'INED, de l'Institut national d'études démographiques, qui a fait le calcul que l'Afrique, si elle changeait son rythme d'accroissement actuel, pourrait faire l'économie de 1,2 milliard d'habitants en 2100. C'est énorme. 1,2 milliard d'habitants, c'est l'équivalent de 4 Nigeria, et d'énormes étendues de terres arables, de forêts tropicales, donc de biodiversité. Et ça, c'est un objectif réalisable, mais il faut évidemment agir sans tarder. Voilà les différents scénarios d'accroissement de la population africaine. Nous avons une énorme... Évidemment, cet accroissement démographique fait que l'Afrique n'arrive pas à suivre en termes d'éducation. Donc il y a maintenant une pénurie d'enseignants qui est terrible. On a estimé, je crois que c'est l'ONU, a estimé à 15 millions, c'est ça, oui, 15 millions, il manquerait 15 millions d'enseignants pour atteindre le 4e objectif de développement durable de l'ONU d'ici 2030. C'est-à-dire une éducation de qualité pour tous et des possibilités d'apprentissage. 15 millions d'enseignants, c'est quand même énorme. Voilà. Et le Covid-19 n'a pas arrangé les choses, puisque beaucoup de jeunes filles, vous savez, il y avait quand même pas mal de programmes, de planning familial, il y avait des programmes éducatifs et tout, de différents pays, qui aide multilatérale ou aide bilatérale, peu importe, ou des ONG des fois, ou même des associations carrément locales africaines, qui avaient commencé cette éducation des jeunes filles à 13 ans, 12 ans, pour éviter qu'elles soient mariées à 13 ans. Donc elles allaient à l'école, mais avec le Covid, malheureusement, ces jeunes filles ont dû quitter l'école et pour aider leur famille à survivre. Donc ont été souvent mariées de force. Et donc évidemment, ça fait exploser la natalité. Il faut savoir que le planning familial, c'est le meilleur outil qu'on ait pour réguler la population humaine. Et ça marche. Et ça marche quand c'est bien fait, quand c'est bien programmé, quand c'est bien planifié. Le planning familial, ça marche. Ça marche même dans les pays pauvres, ça marche même dans les pays musulmans. Au Bangladesh,
il y a, bon, vous me direz, il y a 150 millions d'habitants sur un territoire qui fait le quart de la France, mais le planning familial, alors que c'est un pays musulman et très pauvre, eh bien ça a très bien marché, ça a permis de diminuer le taux de fécondité. Voilà. Donc ça peut marcher. En Afrique, ça a marché, il y a eu des plannings familiaux. Au Ghana, ça a marché, au Rwanda, ça a marché, en Éthiopie, ça a marché, au Nigeria, ça n'a pas marché, mais il faut souvent voir comment c'est organisé, comment c'est planifié. Et évidemment, le Covid-19 a beaucoup interrompu ces programmes-là, si bien que malheureusement, le taux de natalité est reparti à la hausse. Voilà. Voilà, donc nous avons plusieurs scénarios. Scénario business as usual, c'est-à-dire on ne fait rien. Et alors là, vraiment, bon, c'est ce scénario-là, c'est-à-dire, bon, on ne sait pas où on va. Ou alors un futur raisonnable, avec accès des filles à l'éducation, aux services de santé, de planning familial. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est quand même, il y a plein de littérature là-dessus maintenant. C'est pas, les économistes ont travaillé là-dessus, les sociologues et tout. Quand on connaît un peu l'Afrique, je pense qu'on est convaincu de ces choses-là. Voilà, donc on pourrait... Et il y a aussi, au niveau du monde, il faut savoir que les démographes pensent qu'on pourrait ramener la population de la planète, on pourrait la réduire, enfin on pourrait la faire décroître de 50% d'ici 2100. Et ça, parce qu'il y a déjà 10 pays qui sont à moins de 1% et 40 pays à moins de 0%. Donc on pourrait avoir un taux de décroissance de 0,87%, ça nous permettrait de diminuer la population de 50% d'ici 2100. Et ça, ce serait formidable parce que la capacité de charge planétaire, on sait qu'elle est inférieure à 4 milliards d'humains. Or, comme vous le savez, nous sommes à plus de 8 milliards d'humains maintenant. Voilà. Bon, c'est très difficile d'estimer la capacité de charge planétaire. Elle varie énormément selon les auteurs, mais en gros, on pense que c'est 4 milliards. Voilà. Donc, on est donc 2 fois trop nombreux sur cette planète. Et vu le taux de décroissance, donc vous avez vu en Europe, il y a un vieillissement, et bien, il faut, au lieu de persister à vouloir continuer d'accroître notre population, il faudrait au contraire essayer de la décroître. Voilà. Donc je suis dans la décroissance démographique. C'est peut-être à contre-courant, mais bon, moi, écoutez, je crois que je ne changerai pas. Voilà, ben écoutez, quelques livres, si vous avez envie d'aller plus loin, le mien et puis celui de Gérard Charlois sur la chasse. Voilà. Et je vous remercie pour votre attention.